Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de nécromancie de première année, chers élèves. Alors navré pour le titre un peu accrocheur. Si vous êtes venus pour réanimer les cadavres, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Âme sensible, vous pouvez rester, du coup on ne va pas aller jusque-là. Je me présente, votre humble professeur, donc je suis Kevin Tizy. Dernier appel, les conférences sont remplies. Last call, conference is not started. Je confirme. Donc j'ai commencé à Intech il y a 7 ans, Intech, donc société IT, filiale de Poste au Luxembourg. Donc j'ai commencé avec mes stages, c'était sur un chatbot à l'époque, donc pas de LLM, rien de tout ça. On était quand même sur du NLE et de la compréhension de la langue. Gros épisode blockchain qu'on va mettre de côté. Et il y a 2-3 ans, j'ai rejoint donc l'équipe innovation et développement à Intech, principalement donc, sur la blockchain toujours, et sur l'IA, principalement l'IA générative pour ma part. On a développé une plateforme qui s'appelle Brain, j'en reparlerai un petit peu, mais c'est pas le sujet du jour. Et évidemment, donc j'ai ajouté ça aujourd'hui, la meilleure école du jour, c'est Neuronia. Donc prenez les stickers. Pourquoi les avatars mémoriels? Et en tout cas, quel est le sujet du jour de ce cours? L'idée, c'est de mêler, en tout cas, où est-ce qu'on en est venu? C'est de mêler des expertises qui étaient à la fois de réalité immersive, donc de l'interaction dans des mondes 3D, et la data science, l'IA et le machine learning. Donc à partir de là, on a pris les deux, on les a mélangés, paf, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, on va faire des avatars animés, et c'est un peu la nouvelle magie qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier avatar qu'on a fait, il était plus orienté dans le domaine du retail que de la culture, donc je vais en parler rapidement. Je reviendrai sur notre cas du jour ensuite. C'est un avatar plutôt commercial, donc c'était une start-up dans la mode. Le principe, c'était de mettre en relation des acheteurs d'articles de mode et les créateurs de mode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect culturel, qui est en tout cas de ma part aussi quelque chose que je trouve un peu plus intéressant. C'est essayer de créer une copie parfaite, idéalement parfaite, ou du moins la plus réaliste possible, de quelqu'un, décédé ou pas. Alors ceux qui ont fait leur leçon et qui ont regardé certains épisodes de Black Mirror, vous avez peut-être vu un épisode où on ramène un proche décédé à la vie à partir de plein d'informations diverses et variées, ses réseaux sociaux, ses posts, tout et n'importe quoi. C'est du Black Mirror. Allez le voir, il est très bien. On va pas aller jusque-là. Nous, on va plus réalistiquement, déjà parce que techniquement, aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. Et ensuite, parce que éthiquement, on n'est pas en moyen de garantir que la personne qu'on va incarner avec un avatar, c'est la vraie personne. Donc plus réalistiquement, on va parler d'avatar mémoriel. C'est une façon de se protéger aussi, de se dire, bon, c'est pas la vraie personne, c'est une image. Parce que de toute façon, à partir du moment où on va faire des choix dans la connaissance, on va avoir une sorte de ligne éditoriale. Donc on va décider du message qu'on va faire passer à travers l'image de quelqu'un qui est potentiellement, du coup, à exister. Donc là, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans le cas de Myriam, mais c'est un vrai sujet qu'il faut garder en tête. De quoi va-t-on parler précisément? Comme tout rituel, comme tout magicien, on a besoin de composantes rituelles, de matériel, de sortilèges divers et variés. Et donc je vais vous présenter un peu aujourd'hui les outils que nous, on a utilisés, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées par-ci par-là sur la connaissance, sur les outils, sur l'interaction avec l'avatar, ce genre de choses. Petit disclaimer, on va parler de technologies qui certaines ont 3 ans d'âge, donc on a quand même traîné une certaine dette technique. On a modifié des choses, on est repassé dessus pour d'autres. Donc beaucoup de choses ont changé, surtout qu'on est dans un domaine où chaque semaine, si ce n'est pas un nouveau modèle qui sort, c'est un nouveau framework ou un nouvel outil qu'on peut intégrer. Notre premier ingrédient, et pas des moindres, ça va être la connaissance. Alors on va avoir énormément de documents dans le cas de Myriam Makeba, et donc on veut ranimer un personnage historique. On part de documents très divers. Donc ça va être des articles de presse, ça va être des photos, ça va être des biographies, ça va être des articles Wikipédia, ça va être de l'autobiographie, ça va être une autre biographie faite par quelqu'un d'autre qui n'était pas d'accord avec la première, ça va être des interviews à la radio, ça va être des vidéos, des explications de quelqu'un d'autre, tout ce genre de choses. Ça fait énormément de documents, c'est un vrai fouillis. Mais en tout cas, de tout ça, on doit extraire de l'information. On ne veut pas simplement extraire de l'information de quelque chose qui doit donner de l'information arbitraire, si tant est qu'elle l'est dans les connaissances qu'on récupère, mais c'est aussi et surtout de donner de la connaissance le plus proche de ce que la personne qu'on veut incarner aurait transmis. Donc on part de ça pour créer une base de connaissances. Comment est-ce qu'on fait? Petit aparté sur comment fonctionnent les LLM, parce que c'est important pour la suite. Promis, je reste un peu au niveau, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, personne ne fuit. Les LLM, donc, ils partent d'énormément de données d'entraînement, et la manière dont ils fonctionnent, c'est que quand vous les interrogez,
ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont générer le mot, je vulgarise, mais le mot suivant, qui est le plus probable par rapport à ce qu'ils avaient dans leur corpus d'entraînement. Donc si vous enlevez tout l'aspect aléatoire d'un LLM, et que vous lui demandez, par exemple, je mange une, la réponse, ça va être, je mange, par exemple, une pomme. Si vous enlevez l'aléatoire, ce sera tout le temps pomme. Ce ne serait pas très intéressant, donc ce qu'on va rajouter, c'est une petite probabilité supplémentaire qui dit on va prendre les mots qui sont suffisamment probables, et puis on va tirer au sort parmi ceux-là. Donc ça peut être je mange une pomme, une poire, une orange. Le problème, c'est que l'aléatoire, des fois, il va vous donner des choses qui soit sont fausses, soit simplement parce que les données d'entraînement que vous aviez eues sont fausses. Donc si aujourd'hui, je vais sur le playground de GPT 4.1, donc d'OpenAI, et que je lui demande le président des États-Unis d'Amérique, et il va me répondre Joe Biden. Jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Pourquoi? Parce que les données d'entraînement dataient de l'époque où c'était encore Joe Biden qui était président. Donc une façon très simple de corriger ça, ça va être de se dire on va donner au LLM l'information dont il a besoin pour fournir la réponse. Donc si jamais je mets dans le prompt que le président des États-Unis c'est Donald Trump et que je lui repose la question, cette fois-ci, pas de problème, il a bon. Mais ça veut dire que si je lui dis quelque chose qui est faux, il va me sortir quelque chose qui est faux. Donc si je dis que le président des États-Unis c'est Albus Dumbledore et que je pose la question, il va me dire que c'est Albus Dumbledore. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ça de manière un peu intelligente? On va ajouter dans le contexte, donc dans le prompt, tous les éléments de contexte nécessaires pour générer la réponse finale. Donc l'idée, c'est un peu comme ça qu'on va symboliser le fonctionnement très simple d'un LLM, c'est de dire on a un document, c'est du contexte, on a une consigne, et on va fournir une réponse à partir du contexte qu'on avait. Et les LLM sont faits pour s'appuyer principalement sur ce qu'il y a dans le contexte du prompt, plus que dans leurs données d'entraînement. Solution simple, donc, on a plein de documents sur Mayam Makeba, on va mettre tous les documents récupérés et on les met dans le contexte. Simple, facile. Le problème, c'est que plus le contexte va être gros, plus il va être long, plus l'inférence va être coûteuse, donc en temps, en ressources, jusqu'à devenir un point où il n'est plus possible. Parce que si vous devez charger le contexte dans votre petite machine qui ne peut pas prendre l'intégrité du contexte, vous allez juste pas pouvoir générer. Et si jamais vous avez un modèle qui a une taille de contexte qui dépend de son taille du modèle, potentiellement, vous ne pourrez plus mettre rien du tout dans le prompt. Au niveau des modèles cloud, en général, vous êtes aussi facturé du coup au token, évidemment. Donc plus vous utilisez de token dans le contexte, plus vous allez payer cher. Donc la solution, c'est pas de mettre dans le contexte l'intégralité des documents ou de toute la base de connaissances, mais ça va être de mettre que les éléments pertinents pour fournir la réponse. Donc maintenant, on a un nouveau problème. C'est comment est-ce qu'on détermine les bouts de documents intéressants qu'on veut mettre dans le contexte. Donc pour faire ça, on va créer ce qu'on appelle une base de connaissances. Et on va dire c'est aujourd'hui ce qui fait un peu consensus pour ajouter de la connaissance au LLM de manière générale. C'est d'ajouter du coup des vecteurs. On va vectoriser les documents, on va créer ce qu'on appelle de l'embedding. Comment est-ce que ça fonctionne? On va représenter l'information par des vecteurs qui représentent le concept, la sémantique qu'il y a dans les concepts qu'il y a dans ce que vous allez vectoriser. La manière dont ça fonctionne, c'est que les concepts proches vont avoir des vecteurs qui sont voisins. Donc si je vous dis roi et reine, les deux vecteurs de ces deux mots vont être assez proches, puisque les deux correspondent à peu près au même concept. Pareil pour homme et femme, par exemple. Ce qui fait qu'avant, on allait faire des recherches par mots-clés. Maintenant, on va faire une recherche par mots-clés, parce que ça fonctionne toujours dans certains cas, mais on va aussi la compléter par la recherche vectorielle, en disant, si je veux chercher des éléments qui concernent le roi, je vais dire le mot roi, mais si je cherche régent, je vais aussi probablement tomber dessus. Petite démonstration. Si jamais je demande dans une base de connaissances tous les termes qui vont contenir, ou en tout cas qui parlent du mot arrivé, voici ce que je vais pouvoir récupérer. Je vais récupérer ma destination et Paris, mais je ne vais pas récupérer, en tout cas avec moindre d'importance, le « il m'est arrivé des problèmes ». Alors pourtant, il y a le mot « arrivé » dedans. Et donc ça, c'est grâce un peu à la recherche sémantique qu'on va avoir là-dessus aussi. Certaines recherches par mots-clés vont aussi travailler sur les synonymes, mais évidemment, vous êtes limité aux synonymes qui sont prévus, ou à d'autres techniques d'un petit peu dans le genre. Et en général, ça ne va pas être multilangue, ça ne va pas être polyglotte. Si jamais je fais la même chose avec difficulté, je vais récupérer « il m'est arrivé des problèmes », par exemple. Donc c'est polyglotte. Si jamais je fais la recherche avec issues, je tomberai aussi sur « il m'est arrivé des problèmes », parce que le vecteur de issues et le vecteur de difficulté vont être suffisamment proches. Donc là, on vient de voir comment est-ce qu'on récupérait l'information.
Donc l'idée qu'on va utiliser dans l'architecture, ça va être quelque chose un petit peu comme ça. Si on prend du document, ça, on va l'injecter avec de la vectorisation dans une base de connaissances. On va poser une question, on va récupérer seulement les petits bouts qui ont l'air en rapport avec la question. C'est ça qu'on va donner au LLM, et on aura une réponse qui, normalement, sera juste. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va construire à partir de un ou plusieurs documents les vecteurs qu'on va mettre dans notre base de connaissances. Vectoriser un document complet, évidemment, si tant est qu'il rentre dans le modèle qui va vous faire la vectorisation, c'est pas très pertinent, puisque de toute façon, vous allez dire mon document entier est représenté par relativement peu de vecteurs. Donc si je fais une recherche dessus, je vais tout récupérer à la fois. Pas forcément très utile. Et vous allez diluer votre sens du document dans un vecteur unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le document en petits morceaux. Donc on va avoir une première étape qui va dire voici mon document, je vais faire du parsing, donc si c'est une image, peut-être que je vais la décrire, si c'est un tableau, je vais le pré-traiter, si c'est un PDF, je vais le convertir en texte, ce genre de choses, et ensuite je vais faire mon découpage. Dans le cas de Myriam, pour illustrer un petit problème, si jamais on a ce document-là, on veut vectoriser ce document, donc on va le découper. Bon, là, on pourrait mettre en entier, mais supposons qu'on va découper au paragraphe en plein milieu de la phrase. Si je découpe ici, je vais donc avoir deux morceaux. Myriam était une chanteuse sud-africaine et elle est née à Johannesburg. Si maintenant je fais une recherche sur où est née Myriam, il y a de fortes chances que je récupère le premier document puisqu'il y a le nom Myriam dedans, et il y a de fortes chances que je récupère le deuxième document puisque né, ça parle de naissance. Le problème, c'est que si je ne récupère pas le premier document, et que seulement le deuxième, qui est elle dans mon cas de figure? Si j'écris un avatar qui ne représente que Myriam Makeba, et la seule information sur une naissance est celle de Myriam, de mon point de vue, je n'aurai pas de problème. Je vais bien récupérer, elle est bien née à Johannesburg, donc je suis Myriam, donc je réponds je suis née à Johannesburg. Mais si jamais dans le document j'ai plus d'informations, par exemple c'est Myriam qui est née à Johannesburg, ou sa fille, où est-ce qu'elle est née, je ne sais plus. Donc là, on va avoir quelques problèmes. Comment est-ce qu'on fait du coup pour éviter ça? Première petite astuce, ça va être d'améliorer l'indexation très simplement en étant plus intelligent dans la manière dont on va découper le chunking de l'information. Par exemple, on va pouvoir dire, dans les métadonnées d'un chunk, je vais ajouter de l'information supplémentaire qui va être la hiérarchie des titres. Comme ça, si dans mon titre, c'était biographie de Myriam Makeba et que j'ai elle est née à Johannesburg, forte chance que j'ai bon. On peut récupérer donc l'intégralité des titres, comme ça, le nom du document. On va pouvoir aussi avoir une technique assez classique, c'est d'adapter la taille des chunks et de récupérer un peu de fenêtre glissante au début et à la fin. La plupart des langues, on répète le sujet. Donc si jamais, j'avais là, dans mon cas de figure avant, Myriam était une chanteuse sud-africaine, elle est née à Johannesburg. Si je prends un peu du chunk précédent, je vais probablement récupérer le prénom de Myriam. Et pareil sur l'autre côté à la fin. On peut mettre en place des astuces qui sont un petit peu plus évoluées. Donc par exemple, ça va être d'utiliser des LLM pour synthétiser des chunks. Donc on va dire si j'ai un document, j'ai un très gros paragraphe, c'est très verbeux, parce que c'était une biographie, beaucoup de descriptions, pas forcément très utile. Je peux faire passer ce paragraphe-là dans un LLM, il va me faire des chunks résumés, et c'est ce résumé-là que je vais indexer dans ma base de connaissances. Je vais pouvoir essayer aussi de détecter l'information quand elle est dupliquée et dire, bon, là, dans le chunk-là, je vais la résumer et la mettre qu'une seule fois. On peut reformuler également en donnant du contexte. Dans le cas de figure, si j'avais Myriam était une chanteuse sud-africaine, elle est née à Johannesburg, en donnant avec les fenêtres glissantes un LLM au préalable, il pourra me dire le elle est née à Johannesburg, le elle, c'est Myriam. Il reformule, par exemple. Donc juste retirer les déterminants, mettre les prénoms à la place, ça peut aider également. Ce qu'on peut faire aussi à ce moment-là, c'est de dire, même si je retravaille les chunks, je peux garder les morceaux originaux pour, si je dois sourcer la réponse de mon avatar, je pourrais dire, j'ai répondu ça parce qu'à tel endroit, c'était tel document. Premier gros problème qu'on a eu avec Myriam Makeba, donc comme je dis, nous, on est parti du coup de plein de sources d'informations différentes, des documents, des articles de presse, ce genre de choses. On a tout vectorisé ça, découpé, parsé, retraité un petit peu. Approche très naïve, c'est ce qu'on appelle la RAG naïve. Premier problème majeur, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a deux documents qui donnent une indication contraire? Parce que là, on n'est pas sur une base de connaissances très bien travaillée, on est sur des sources de toute origine, donc certains disaient A, d'autres disaient B. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un conflit de documents et des informations qu'on a? Si on récupère un seul des documents, on a une chance sur deux,
soit l'information elle est vraie, donc l'avatar va répondre correctement, soit l'information est fausse, et dans ce cas-là, l'avatar va répondre faux, si tant est qu'on soit capable de dire laquelle est vraie et fausse. D'où le principe éditorial également. Si les deux documents sont récupérés, bah, si vous, en tant qu'humain, je vous donne une information A et une information B, et je vous pose la question, vous ne serez pas capable de répondre vous. Donc même un humain n'y arriverait pas, une IA n'y arrivera pas non plus. Il faut des consignes supplémentaires, des arbitrages vont devoir être faits. Donc une idée en tout cas, ce serait de mettre en place des systèmes de gestion de la connaissance. Ça peut être automatisé, détecter automatiquement les doublons, détecter automatiquement les contradictions, soit prendre des mesures immédiates automatiquement, soit alerter finalement des humains qui vont devoir arbitrer. Dans le cas de Myriam, nous on a travaillé avec des historiennes pour ramener sa mémoire à la vie, entre guillemets. Donc ils ont fait un super travail de compilation et surtout d'arbitrage. Donc de notre côté, on n'est pas directement parti sur les documents, c'est ce qu'on a fait au début. Donc elles ont testé, elles se sont rendues compte que elle me répond faux, donc c'est moi en allant voir dans les historiques des conversations, je ne peux pas répondre, même moi je ne pourrais pas répondre. Donc elles ont repassé dessus, elles ont fait du coup du travail d'historienne, qui est du coup de faire une sorte de compilation, plus ou moins une sorte de Q&A, un peu plus évoluée, des citations très précises, elles ont dit bon ça on va le sortir, et c'est ça qu'on a utilisé du coup en entrée de la vectorisation. On peut aller plus loin que la simple connaissance documentaire, donc de simples documents qu'on va indexer, mais on est aussi capable d'aller utiliser ce qu'on appelle des outils, donc d'aller par exemple faire une recherche sur le web, un outil très simple. On peut aussi appeler des API, aller taper dans une base de données, appeler un service tiers, un peu tout ce qu'on veut. Vous en avez probablement entendu parler sur ces 2 jours, mais le modèle Context Protocol, c'est quelque chose qui est très utilisé pour décrire les outils que les agents peuvent utiliser, donc les IA vont pouvoir utiliser, et comment est-ce qu'elles peuvent appeler ces services-là. Et le deuxième qui est intéressant, c'est le Agent-to-Agent Protocol, donc qui est plus côté Google sur le cas, dans celui-ci. Et donc l'idée, c'est plus comment est-ce que les agents sont capables, donc les avatars vont être capables de discuter entre eux. Dans notre cas de figure très précis des avatars conversationnels, on a un problème supplémentaire, c'est que les humains vont être face à l'avatar quand ils vont discuter avec. Donc plus on va faire des choses qui sont longues, plus l'avatar il va soit rester devant à rien faire, pas fou, soit il va falloir trouver une astuce qui dit je vais me renseigner, je reviens. Des fois c'est pas gênant, mais si vous posez la question comment est-ce que tu t'appelles, 2 minutes je me renseigne, ça passe quand même très très moins bien. Donc nous un peu la stack qu'on a eue sur la plateforme, en tout cas pour les avatars qu'on a développés, c'est un petit peu tout ça. J'ai passé pas mal de points sous silence, et notamment ce qui va être la modération aussi. Mais l'idée principale, c'est vous allez dire quelque chose, on va aller chercher la connaissance associée à ce que vous avez demandé, en le remettant dans le contexte, et on va générer une réponse, et après on va passer sur tout le processus pour animer l'avatar. Pourquoi animer l'avatar? Parce que nous, on n'est pas un simple chatbot conversationnel, on a vraiment un besoin de créer une sorte d'expérience. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de créer des expériences pour les musées, pour la culture, ramener encore une fois la mémoire de quelqu'un et les messages qu'il veut porter à la vie. Dans le cas de Myriam Makeba, elle était même l'invitée d'honneur d'un festival VR 3D qui est en Belgique, qui s'appelle Stereopsia. Elle était même sur scène pour la remise des prix. Donc la question, c'est, pour faire ça, il faut déjà lui donner une apparence, pour qu'elle ressemble à quelque chose. Nous, on a fait le choix de partir sur technologie d'Epic Games qui s'appelle MetaHuman. Donc c'est la technologie pour faire des avatars en 3D d'Unreal Engine. Donc on est capable de faire des avatars de qualité qui sont très variables, qui peuvent tourner soit dans des rendus très réalistes, même dans la production virtuelle, ou dans des jeux vidéo. J'étais obligé de vous mettre l'exemple du coup de Dark Vador dans Fortnite. Alors est-ce que le son va marcher? C'est une bonne question. Non, vous avez le titre. C'est moins bien sans sa voix, mais dans l'idée, c'est qu'ils avaient mis dans Fortnite directement l'intégration de l'IA. Donc là, on est un peu sur le même sujet que je vous présente, mais évidemment, les gens ont utilisé et interrogé l'IA pour faire tout et n'importe quoi, lui faire dire absolument n'importe quoi. Ce qui était assez étonnant, puisque quand on réfléchit à la question, la plupart du temps, quand on utilise des IA pour imiter des voix de personnes, on a plutôt tendance à se retrouver dans la situation où les gens nous disent non, hors de question, vous prenez ma voix pour générer du contenu, je me mets en grève. Ça, c'est les acteurs, du coup, dans le jeu vidéo principalement, qui sont concernés. Là, ils ont réussi à le faire, ça a plutôt bien marché, les gens sont bien amusés, soit.
On avait d'autres technologies moins convaincantes, à notre sens, que MetaHuman qu'on aurait pu utiliser. Donc tout ce qui va être par exemple Unity, qu'on a essayé de ne pas utiliser dans notre cas, mais également donc, des usages beaucoup plus légers. Avec FreeJS, on peut faire donc, des avatars plus cartoon. Dans notre cas de figure, on voulait des avatars très réalistes. À suivre quand même, tout ce qui va être moteur de jeu de rendu open source, donc là c'est plus nous ce qui nous intéresse pour l'avenir. Éventuellement Blender directement programmé, l'Open 3D Engine, du Godot, donc des moteurs de jeu vraiment open source, contrairement à Epic Games, qui est un Unreal Engine. Dans le cas de Myriam Makeba, donc c'était un consortium, on a travaillé avec certaines personnes pour faire la modélisation aussi, pour nous aider là-dessus. Donc ils sont partis vraiment d'images d'archives, également de photos, et ils ont modélisé la personne. Donc déjà son apparence physique, donc visage, trait du visage, et aussi les vêtements, donc très important dans le cas de certains personnages historiques, notamment Myriam Makeba, les vêtements étaient aussi une façon de véhiculer certaines choses pour elle. On peut aussi faire du scan de personnes pour modéliser rapidement des avatars. Donc, par exemple, vous prenez 3 photos de quelqu'un, vous générez un avatar en 3D et vous l'avez. Déjà, vous pouvez l'animer, vous le branchez derrière avec de la connaissance et vous lui faites dire tout et n'importe quoi. Ce qui pose un premier problème, c'est que si vous ne contrôlez pas ce qui va sortir de votre LLM, vous allez vous risquer qu'ils disent effectivement vraiment n'importe quoi. Donc le petit jeu qu'on avait dans le cas présent ici avec notre CEO qui est à droite, c'est de lui faire dire il nous augmente. Le but du jeu, c'était qu'ils ne le disent pas, pour nous en tout cas. Côté plateforme. Une fois qu'on a l'apparence pure, l'idée, ça va être de l'animer. Donc d'ajouter un petit peu de vie dans ce réceptacle. On veut un avatar qui paraisse vivant. Donc on a mis en place des animations d'attente. Donc ça, c'est bien beau. Vous avez l'avatar qui regarde un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais on veut aller un petit peu plus loin. L'idée qu'on avait, c'était est-ce qu'on peut faire en sorte que l'IA génère des actions que l'avatar va faire. Donc par exemple, par rapport à ce qu'elle dit, elle va hausser les épaules. Elle va pointer quelque chose, elle va faire un petit coucou, elle va faire une petite danse, signaler un refus. La première expérience qu'on avait fait là-dessus, c'était de se dire, comme au théâtre, on va générer des didascalies. C'est les petits textes que vous avez à côté des textes des acteurs qui précisent comment est-ce qu'ils doivent se comporter, agir ou parler. Pas concluant du tout. Les modèles avaient beaucoup de mal à générer ça. Et c'était très difficile à parser. On a eu beaucoup plus de succès en générant des balises qu'on va intégrer directement dans le texte. Donc là, par exemple, si elle dit quelque chose qui est un refus, elle peut ajouter une petite emote en mode « je fais non » ou « je hausse les épaules ». Ça, on le parse et on va le traduire. Donc ça peut faire soit des emotes, donc des animations courtes, soit interagir avec le monde extérieur, jouer des sons, afficher des images, afficher un site, une vidéo, un petit peu tout et n'importe quoi. Dans le cas de Myriam, on a également fait de la motion capture. Donc on était avec un laboratoire en Belgique. Donc là, on a vraiment pris une actrice. Elle a fait des mouvements, ils ont été captés, retravaillés, et on pouvait directement animer Myriam avec ses gestes très réalistes. Maintenant qu'on a un réceptacle, qu'on est capable de le faire bouger, il faut qu'il soit capable de parler. Ajouter de l'émotion à la voix, c'est globalement très compliqué. On a utilisé des providers, en général cloud surtout sur ça, très onéreux. Pour le citer, c'est Eleven Lab qu'on a beaucoup utilisé, qui est de plus en plus utilisé dans le monde du jeu vidéo également et tout ce qui est de la 3D. Il permet notamment de cloner la voix, soit de très bonne qualité avec 4 heures d'audio, donc ça c'est facile pour les gens qui parlent beaucoup comme moi, navré. Soit avec une dizaine de minutes d'audio pour simplement récupérer des choses. Dans le cas de Myriam, c'était hors de question de la voir en face à face puisqu'elle est décédée pendant 4 heures pour avoir un modèle très réaliste. Donc on a dû récupérer des audios d'archives. Je fais une petite aparté légale de ce côté-là et aussi éthique. Nous, on a travaillé du coup avec la fondation de Myriam Makeba pour avoir le droit d'utiliser sa voix, en tout cas que ce soit approuvé, ce genre de choses. Pareil pour les images aussi, même son apparence, ce genre de choses, on a travaillé avec eux pour que tout soit clean de ce côté-là. Mais en soi, rien n'empêche quelqu'un de cloner la voix de qui il veut, pour le coup. Mais ce partenariat aussi avec la fondation a fait qu'ils avaient un regard éditorial sur ce qu'elle disait, et même par rapport à ce que les éditoriennes décidaient de faire en arbitrage, la fondation, potentiellement, n'était pas d'accord. Et la fondation, elle n'est pas là pour défendre la personne qu'elle représente, elle est là pour défendre une image qu'elle se fait d'elle-même de la personne qu'elle est censée défendre. Toujours une notion de qui veut faire quoi dans tout ça. Problème qu'on a eu avec Myriam,
c'était que la voix n'était pas stable qui était générée. Pourquoi? Parce qu'on avait des sources qui étaient très hétérogènes, on avait des images, des audios d'archives, pardon, d'âges très différents, de sources différentes, de qualité de micro très différentes. Et la manière dont ces modèles fonctionnent, c'est qu'ils vont essayer de recopier la voix, mais les sources sont différentes, donc des fois, il va copier plutôt telle source et plutôt telle source. Ce qui fait que la voix, des fois, elle est plus jeune, plus âgée, un petit peu comme ça. On a trouvé 2-3 petites astuces pour essayer de contourner ça, notamment qu'ils ont des fonctionnalités qui permettent de remettre un exemple de génération précédente pour que ça mieux s'en rapprocher, mais il y avait toujours des variations. Ce qu'on voulait ensuite, c'était de mettre de l'émotion dans le dialogue verbal. La plupart des text-to-speech vont être très plats, monotones. Les modèles sont très peu expressifs et il y en a très peu qui sont capables de faire de l'expression dans la voix. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de transformer des extraits audio qui ont été captés par exemple de quelqu'un en une voix ciblée. Donc ça aussi, c'est une astuce qu'on avait utilisée dans le cas de Myriam Makeba, c'est que certains textes qui étaient pré-générés et qu'on voulait mettre précis, des citations très importantes la concernant, on les a fait du coup dicter par une actrice et on a transformé cette voix en la voix de Myriam Makeba. Et après, c'est ça qu'on va être capable de jouer sur l'avatar. Relié à la motion capture, du coup, on avait vraiment des scènes très particulières qui étaient vraiment impressionnantes. Affaire à suivre au niveau des autres modèles. On a des modèles un peu plus modernes qui sont en train de sortir, qui sont capables du coup de générer de la voix, pas en pré-entraînant ou en calculant des paramètres, mais c'est en prenant directement dans le contexte de leur prompt initial, on va dire, dans leurs inputs, un extrait audio, et ils vont dire je dois faire une voix qui recopie cette voix-là. Aujourd'hui, c'est des modèles qui sont très bien en anglais, beaucoup moins dans d'autres langues, très peu polyglottes, et énormément d'entre eux ne sont pas dispo dans des licences commerciales. Donc nous, forcément, ça nous bloque. Maintenant, pour tout ce qui est recherche, on a des modèles comme ceux de Meta ou même des TTS autres qui sont vraiment pas mal. On a l'avatar, on peut le faire parler, il peut bouger, on a l'apparence. Maintenant, on va le contrôler. Donc notre objectif, c'est de créer des expériences qui sont cinématiques. Donc, dans le cas de Myriam Makeba, comme je vous l'ai dit, elle était sur scène à un moment donné pour faire une remise des prix, carrément. Donc, on ne peut pas se contenter de laisser une IA derrière. Ce n'est pas simplement du question-réponse. Je pose une question, j'ai une réponse, je pose une question, j'ai une réponse. Non, il faut que ce soit plus que ça. Le premier problème qu'on avait, c'est que de toute manière, si jamais on fait ça, quand quelqu'un arrivait devant l'écran où il y avait Myriam, il ne savait pas quoi dire. Il est face à face, il a la tablette, il fait qu'est-ce que je fais? Une première solution qu'on a mis en place, c'est que c'est l'avatar qui va initier la conversation avec vous. Elle va vous interpeller, vous dire viens, approche, j'ai un message, j'ai quelque chose à te dire. Elle se présente, elle explique un peu ce qu'elle est capable de faire. Donc ça, c'est une première étape. Juste lancer la conversation, ce n'est pas l'humain qui le fait, ça va être l'avatar. Ce qui, du coup, ne colle pas forcément à tous les personnages non plus. Donc on a créé une régie comme ça, où on est capable de lancer des animations très précises, donc on est capable de contrôler un peu notre monstre de Frankenstein de notre côté, en lançant soit des animations, soit des audios précalculés, donc on peut interpeller quelqu'un si on veut, et c'est des choses qu'on peut déclencher depuis l'extérieur, comme une API en quelque sorte. Donc on avait mis une caméra, on voyait les gens passer, et c'est l'avatar qui interpellait avec le déclenchement de la caméra. Ça permettait aussi, quand on savait exactement qu'un groupe composé de telle personne allait passer, on lançait tel scénario très précis. Et après, ça enchaînait du coup sur l'IA. Au-delà simplement de l'avatar, on va aussi essayer de contrôler ou de guider, tout du moins, le dialogue avec l'interlocuteur humain. Donc on peut créer des systèmes de flux de dialogue, parce qu'on s'est rendu compte que si jamais c'était juste question-réponse, c'est pas excessivement intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer des expériences. Et quand on a des personnages historiques précis, des fois, ils ont envie, du coup, de partir pas seulement sur un texte, mais carrément d'expliquer quelque chose, une démonstration très précise, qui va avec leur personnalité. L'interaction avec l'active n'est pas toujours évidente. Donc on va être capable de créer des flux de conversation. Donc, par exemple, sur la plateforme qu'on a développée, on va créer des... Ça se rapproche un peu plus du dialogue flow, si on veut, du plus traditionnel, mais c'est vraiment une IA derrière qui va le contrôler. Donc là, c'est plus quand vous allez dire quelque chose, on va essayer de détecter est-ce que ça a l'air de correspondre à un des blocs qu'on a prévu. Si oui, alors on est peut-être dans une expérience qui a été configurée au préalable et on va pouvoir embrayer dessus avec soit du coup des textes pré-générés et des animations en motion capture très précises pour un effet waouh, soit pour se dire je vais mettre des instructions supplémentaires à l'IA pour une tâche précise dans ce flux, ce tunnel-là de comportement. Donc ça va nous permettre de dire, par exemple, de faire des quiz, de faire des remplissages de formulaires, et on dit on va boucler
tant que j'ai pas réussi à avoir toutes les informations ou tant que j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais de mon interlocuteur, dans le sens IA vers l'humain, j'entends. Donc dans le cas de Myriam, on a pu créer comme ça des séquences très précises. Par exemple, elle genre une petite chanson, une petite danse, ce genre de choses. Elle demandait qu'est-ce que tu en avais pensé, qu'est-ce que tu penses de tel sujet très précis, ce genre de situation. On a aussi utilisé ça pour contrôler les réponses exactes de l'IA, parce que dans certains cas de figure, on ne voulait pas que ce soit du coup une phrase générée par l'IA, mais vraiment une citation, parce que c'était un sujet un peu touchy, ce genre de choses, et donc on réussissait de ça pour s'en sortir. Pour nous, les prochaines étapes un petit peu, c'est d'explorer d'autres technologies, par exemple pour les avatars aussi. Donc, notamment pour plus création de contenu, on a d'autres choses que simplement la 3D qu'on peut utiliser. Vous avez peut-être entendu parler de deepfake ou de génération vidéo pour des tours extraits. Maintenant, nous, comme on est dans un usage qui est plutôt temps réel, c'est pas forcément réaliste encore de l'utiliser. Les avatars, du coup, de plus en plus maintenant, bon, Fortnite l'a fait avec Dark Vador, c'est peut-être pas très culturel, mais on peut arriver plus loin un petit là-dessus. Les musées, des expériences plus complètes où on commence à interagir avec carrément l'exposition, on peut avoir un petit guide qui nous accompagne, donc un personnage historique dans un contexte historique également. L'idée de partir tout ça dans des choses qui sont un peu plus souverains aussi que simplement du OpenAI. L'objectif que nous on a, et on est capable de le faire, c'est de faire tout tourner du coup sur une machine, type le Mac que j'ai là par exemple. L'idée de se dire que la plupart, on a un peu une course, on veut prendre les plus gros modèles dans tous les sens parce que c'est les plus intelligents. En vrai, on n'en a pas forcément besoin. Avec un petit modèle très léger qui tourne sur une machine, on est capable de tenir une conversation. Surtout qu'on a de la RAG, donc l'intelligence du modèle en elle-même, elle est relativement pas très importante pour nous. Là où ça coince plus, c'est plus sur la gestion de l'utilisation des outils, ce qui n'est pas forcément nécessaire dans un cas où c'est juste une petite boîte où on discute avec pour des interactions très précises. Donc ça, c'était plus sur la partie avatar en eux-mêmes. Après, nous, on a fait un petit pivot sur le produit qu'on a développé. Parce que malheureusement, nous, on a envie de mettre en place un peu ces avatars 3D aussi, mais c'est pas là où on arrive forcément à avoir des gens très intéressés, ou en tout cas qui ont les moyens de se permettre ce qu'on fait. Moi, je suis tout à fait convaincu que la partie humaine, visuelle de l'avatar, en tout cas, c'est très important. Et c'est ce qui nous permet de faire passer des messages, en tout cas vers des populations qui potentiellement, sinon, ne vont pas aller lire et ne vont pas aller se renseigner. Donc, de manière générale, on s'éloignait un petit peu de simplement la partie avatar qu'on a fait. Donc, on a fait une première fois, comme je dis, avec Julia, une autre fois avec un autre personnage historique qui était Paul Panda, puis après avec Myriam, et on a commencé à le factoriser un petit peu, l'historique est là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la partie avatar et la plateforme, je vous l'ai mis les liens. Moi, le plus intéressant, c'est que je vous montre un petit peu Myriam maintenant en visuel et qu'on l'essaye un petit peu. Est-ce que je vais avoir le son? On n'aura pas la voix de Myriam, mais au moins on a le texte pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vais être capable de dialoguer avec. Donc là, par exemple, j'ai lancé l'expérience, donc on est plus sur le premier bloc de la conversation où là, on a pré-généré ce qu'on voulait. Donc là, l'idée, c'est plus de dire, bon, elle vous propose différentes choses et on va pouvoir nous se laisser guider par les suggestions. Donc sans lui parler, je peux dire, par exemple, parle-moi de ta musique. Et puis là, on va avoir l'effet où on va aller chercher de l'information dans la connaissance, on récupère les chunks, on va renvoyer ça dans l'LM et on va générer une réponse finale. Mais après, je peux tout à fait partir dans des sujets complètement autres et lui poser une question un petit peu selon mon choix. Est-ce que tu as déjà été emprisonné? Sans la voix, c'est moins impressionnant.
Bon, si vous voulez passer discuter avec, je peux la mettre sur le stand juste là-bas. Vous aurez la voix qui sera un peu plus impressionnante. Pour conclure, moi personnellement, toujours très intéressé sur la partie avatar, comme je dis, interaction, qui est un peu originale pour le coup parmi ce qu'on fait. Nous, on a vraiment volonté de partir plus sur du souverain, même pour les musées, de vraiment avoir des choses un peu plus embarquées et d'explorer d'autres technologies, un peu comme je vous présentais juste avant. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions pour moi ou pour Myriam, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question pour vous. Pour l'instant, on a l'impression que ça fait un peu jeu vidéo parce que c'est fait avec des moteurs, enfin, par exemple, qui c'est dans Fortnite. Et le fait que ce soit fait avec du motion capture et qu'on ait même des doubleurs qui viennent s'y mettre, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que dans quelques années, on pourrait avoir des films, enfin, vraiment avoir des personnages enfin, en réel, quoi. Avoir des films avec, par exemple, des acteurs qui sont récemment décédés. Est-ce qu'avec les images de synthèse couplées avec la technologie, on pourrait avoir des remplacements aux acteurs et pratiquement les faire jouer dans des films en tant que remplacement? Alors ça se fait déjà, pour Ouais. le coup. Enfin, en tout cas, pas sur la partie Artificielle. IA derrière, qui est vraiment, c'est une IA qui dirige et qui contrôle, mais dans Star Wars, par exemple, sur l'actrice de Leia, effectivement, Ouais. ça a été ou même Ça, oui. le Grand Moff Tarkin, ça a été enfin, ça a été de la CGI, quoi. Mais Ouais, c'est c'est ça, pas, même au niveau de enfin, au niveau du jeu, les acteurs ne jouent pas avec l'IA. Ils jouent quand même avec rien, pour le coup, parce que c'est que par CGI derrière, ou par un faux acteur qui est ensuite remplacé, mais ils sont pas en train d'interagir avec une IA. Après, je suppose peut-être que s'il n'y a pas déjà des films qui ont été faits où les acteurs sont même des IA, ça va pas trop tarder, je suppose. J'imagine. Enfin, en tout cas, dans Fortnite, par exemple de Dark Vador, il y en a qui se sont amusés à faire plus ou moins de la création de contenu avec, en l'utilisant comme si c'était un acteur dans la création de contenu de leur vidéo, pour le coup. Et merci. Et j'ai une autre question. Comment est-ce que vous faites pour censurer les mauvais comportements avec votre modèle, sachant que par exemple même avec, je crois, Dark Vador, on arrivait à le rendre, on va dire, mauvais, et même avec des modèles de langage, on arrive toujours à contourner. Alors, dans le cas de Fortnite, je vais pas m'avancer sur ce qu'a fait Epic Games dans la volonté qu'il y avait derrière. Maintenant, ils l'ont corrigé quand même très très vite, ce qui me laisse supposer que c'était peut-être pas complètement innocent de leur part de le laisser dériver. Pas de mauvaise pub, encore une fois. Nous, dans le cas de figure ce qu'on a envisagé alors, au début de Myriam Makeba, effectivement, on n'avait aucun contrôle. Donc très très vite, vous lui demandiez de la recette du gâteau au chocolat, elle vous la donnait. Vous lui posiez des questions qui n'avaient rien à voir, auxquelles elle n'était pas capable de répondre, elle répondait quand même, alors qu'elle n'était pas contemporaine de l'événement concerné. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'était une vérification très simple de si on essaye de manipuler l'IA. Là, c'est juste un check très rapide. On se rend compte, en tout cas l'IA, avec les blocs de conversation que j'ai montré un petit peu plus tôt, qui étaient à ce moment-là, en fait, on avait, comme dit, on détecte l'intention de l'utilisateur et si ça match quelque chose, on rentre dans ce bloc-là. Et donc en fait, on a 3 blocs qui disent si tu essaies de la manipuler, alors réponds ceci explicitement et ensuite on boucle sur un bloc qui vous empêche de sortir. Et donc là, il n'y a plus d'IA du tout derrière et donc le problème est réglé. Ça, c'est une première vérification, mais c'est plus sur la partie, c'est-à-dire safeguard très rapide. On a mis en place après des gardiens vraiment exacts au début de la conversation pour évaluer les prompts tacting habituels. Donc là, c'est plus un gardien qui va bloquer en amont et un gardien qui va bloquer en sortie. Le gardien en sortie, c'est plus pour vérifier la génération. On peut faire du fact-checking, par exemple, sur la réponse. On a les documents aussi en entrée, l'IA a quand même fait une réponse, mais est-ce qu'elle est vraie? Donc on reprend la réponse, on la remet, on la recompare avec la base de données de vecteurs, on récupère d'autres informations, on vérifie, et si c'est pas bon, on bloque. Maintenant, nous, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus on rajoute d'étapes, plus on rajoute du délai. Et du coup, on est obligé à un moment de faire des sacrifices. Donc, dans le cas des personnages historiques, en général, on n'a pas les gardiens en amont et en sortie. On n'a que le check d'intention. Mais en soi, ça peut se rajouter. C'est juste que on va voir du délai de plus en plus. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je me posais plus une question de la gestion de la mentalité, justement, pas contemporaine. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées? Notamment, vous avez mentionné les citations. Est-ce qu'il y a aussi potentiellement un filtre sur certains personnages historiques, puisqu'il y a des choses qui sont peut-être plus acceptables, ou on va supposer que s'ils étaient contemporains, ils n'auraient jamais dit ça?
C'est un peu du coup ce que je disais. L'idée, c'est qu'on ramène pas vraiment la personne. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible, hein. Mais on ramène une version d'elle-même qui passe de toute manière à travers un filtre éditorial. C'est-à-dire que on peut avoir des exemples de cas de figure où la fondation peut dire très bien, là je ne suis pas d'accord avec cette information, donc il ne faut pas qu'elle lise ça. Même si les historiennes pensent que c'est vrai. Parce que la fondation, elle est gérée par telle personne qui avait aussi une vue du personnage en question. Donc là, c'est la première chose. Et ensuite, même pour repartir sur le tout début de la question, qui est plus sur l'aspect de la mentalité, on est quand même sur des modèles qui ont aussi été entraînés à penser d'une certaine manière. Donc ils vont lisser un peu tous les personnages historiques, qui vont pas répondre tous de la même manière, parce qu'on est capable de manipuler un petit peu dans le prompt des exemples aussi comme on veut. Mais in fine, on va quand même avoir un comportement d'IA, en fait, pour le coup, même si on arrive à le fausser autant que possible. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra probablement plutôt des modèles, éventuellement, soit fine-tunés sur la personne en question. Mais ça, on n'a pas encore exploré. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. voilà. Ma question est un peu, je dirais, en relation avec les deux précédentes. C'est-à-dire qu'on a peut-être vu plusieurs vidéos ces derniers temps de robots, ouais, ok, merci, de robots qui arrivent à être super indépendants et qui commencent à mettre en place des mécanismes pour empêcher leur autodestruction au cas où ils deviendraient incontrôlables. Donc, dans votre cas, c'est encore un avatar, d'accord? Mais est-ce que vous avez prévu ce type de mécanisme de contrôle, mis à part peut-être le fait de rentrer dans une boucle au cas où on prononcerait des mots, des mots précis, qu'on essaye de contrôler un peu ou alors de manipuler notre IA. Mais qu'est-ce qui se passe si vous vous rendez compte que vraiment elle devient incontrôlable? Alors, on n'a pas arrivé au point de recopier suffisamment une personne décédée pour qu'elle nous dise qu'elle ne veut pas remourir. C'est une bonne question, il faudra qu'on essaye de lui poser la question. Je vais t'éteindre, que se passe-t-il? On n'a pas essayé pour le coup. C'est une bonne question. En tout cas, nous, au niveau de la plateforme, on n'a pas, comme toi, on est relativement. On ne va pas mettre à disposition des avatars des choses dangereuses. Donc on est relativement limité de ce côté-là. Par contre, oui, ça c'est pour détailler un peu sur le problème, c'est une vraie question qui est plus on donne d'IA d'outils à sa disposition, plus potentiellement elle va les utiliser aussi à ses propres fins. Donc si vous laissez une IA type Cloud Code l'accès total à votre ordinateur et que vous lui dites j'aimerais obtenir ceci, elle va partir dans tous les sens et potentiellement elle va faire des choses sur lesquelles vous n'avez pas le regard. Nous, dans notre cas de figure, c'est aller chercher de la connaissance, c'est allumer une lampe éventuellement, lancer quelque chose, lancer une vidéo dans une exposition. Pas être trop grave, en tout cas on n'a jamais eu le cas de figure où ça partait dans tous les sens. Pour le moment. Plus de questions? Merci à tous.